Il m'est arrivé de faire l'acteur, et c'est tout ça. On ne peut pas écrire tous les jours des chansons. À la fin de sa vie, Georges Moustaki n'était plus ce troubadour au regard insouciant qui avait enchanté des générations. Assis face à la mer Méditerranée, le visage marqué par la fatigue, il semblait déjà en conversation silencieuse avec l'horizon. Le métèque, lui qui avait chanté la liberté, l'errance et l'amour universel, portait aussi en lui des blessures invisibles, celles d'un homme qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place au sein du panthéon de la chanson française. Derrière son sourire doux, son accent venu d'ailleurs et sa guitare complice, Moustaki avait souvent connu la solitude des marges. Dans ce monde artistique fait d'ego, de rivalité et de passion exacerbées, il n'avait pas échappé aux déceptions, aux regards froids, ni aux critiques acerbes. Lui, le poète nomade, avait parfois senti le poids du rejet et du mépris. Aujourd'hui, en retraçant son parcours, surgit une vérité rarement évoquée. Même un chanteur de la liberté a ses fantômes. À 79 ans, Georges Moustaki, sans jamais se départir de sa pudeur, laissait Être entrevoir les noms de relâché 5 artistes avec lesquels du la propos de relation dire la fut tout guerre sauf était jolie. harmonieuse. 5 figures qui, par leur distance, leur pique ou leur désaccord, marquèrent son chemin d'ombre aussi profonde que ses plus belles chansons. 5 noms qui révèlent un pan méconnu de sa trajectoire. Celui d'un homme blessé par l'indifférence, par l'ironie ou par la cruauté feutrée d'un milieu où l'admiration et la jalousie dansent souvent ensemble. Et si l'on veut comprendre l'âme du métèque, il faut accepter de plonger dans cette part d'ombre. Numéro 1. Georges Brassens. Lorsqu'il arrive à Paris dans les années 50, le jeune Georges Moustaki n'a qu'un seul phare, une seule étoile qui éclaire ses nuits d'errance, Georges Brassens. Pour ce fils d'Alexandrie, qui porte déjà en lui les accents méditerranéens, Brassens représente la quintessence de la chanson française, un poète libertaire, à la moustache drue, qui transforme les mots en balles de tendresse ou en flèches satiriques. Dans les petits cafés de la rive gauche, Moustaki écoute religieusement ses chansons, absorbant chaque syllabe comme un étudiant boit les leçons d'un maître. Il y a, chez Moustaki, une admiration presque filiale. Brassens, c'est l'homme qui a prouvé qu'un chanteur pouvait être un poète sans concession, un anarchiste tendre qui parle d'amour comme il parle de la mort. Pour Moustaki, l'idéal artistique porte un nom, et ce nom, c'est Brassens. Il copie son phrasé, s'inspire de sa guitare sèche, reprend son esprit de liberté dans ses premières chansons. Mais l'idole, parfois, refuse ses disciples. Brassens, s'il accepte volontiers d'encourager les jeunes chanteurs, demeure un homme d'une exigence redoutable. Quand il croise Moustaki, il le regarde avec une distance polie. Ce n'est pas de l'hostilité ouverte, mais une barrière subtile, invisible. Brassens se méfie de cette admiration trop appuyée, de cette proximité stylistique qui lui donne l'impression d'un reflet plutôt que d'une singularité. Pour Moustaki, c'est une première blessure. Lui qui rêvait de reconnaissance de la part de son modèle découvre la froideur d'un silence. Dans les couloirs enfumés des cabarets parisiens, les murmures se répandent. Moustaki, c'est un petit Brassens oriental. Une comparaison qui l'écrase, qui réduit son identité à celle d'un imitateur. Et si Moustaki s'efforce de tracer son propre chemin, l'ombre immense de Brassens plane toujours au-dessus de lui, comme une ombre qui vole la lumière. Ce déséquilibre marque les premières années de sa carrière. Chaque fois qu'il compose, chaque fois qu'il monte sur scène, Moustaki sent le fantôme bienveillant mais pesant de Brassens. Et plus il avance, plus cette admiration devient un poids. Car on ne se libère jamais facilement d'un maître qu'on vénère. Avec le temps, l'admiration fervente de Moustaki pour Brassens se transforma en une relation plus complexe, faite de respect mêlé à une certaine amertume. Brassens n'était pas homme à se livrer facilement. Derrière sa moustache et sa pipe, il gardait toujours une distance prudente, comme s'il craignait que les affections trop bruyantes viennent altérer son indépendance. Pour lui, Moustaki demeurait un jeune poète sympathique, mais trop proche de son propre style pour ne pas susciter une méfiance instinctive. Dans les coulisses de Bobino ou dans les bistrots de Montparnasse, il arrivait qu'ils échangent quelques mots. Mais Brassens, fidèle à sa pudeur, ne laissait jamais paraître une réelle complicité. Moustaki, qui rêvait d'un mentor, se retrouvait face à un mur de silence. Une poignée de main, un sourire bref, et déjà l'autre s'éloignait, comme si le vieux maître refusait qu'on s'installe dans son ombre. Pour le jeune métèque, ce fut une blessure durable.
Lui qui cherchait à exister par lui-même voyait sans cesse son nom rattaché à celui de Brassens comme un éternel second rôle. Et lorsque certains critiques, peu indulgents, le décrivaient comme un Brassens en exil, cela résonnait comme une ironie cruelle. Dans un milieu où les mots blessent plus fort qu'un coup, ces étiquettes se collent à la peau. Il y eut même, dit-on, quelques piques échangées. Brassens aurait glissé à demi-mot, devant des proches, que Moustaki chantait avec sincérité, mais sans cette rugosité nécessaire pour survivre dans la chanson française. Une phrase rapportée, amplifiée, qui blessa profondément Moustaki. Car derrière sa douceur méditerranéenne se cachait un orgueil discret, celui d'un homme qui refusait d'être réduit à une copie. Au fil des ans, cette distance devint une frontière définitive. Brassens poursuivit son chemin solitaire, refusant le moindre compromis jusqu'à sa disparition en 1981. Moustaki, lui, choisit une autre voie, celle du voyage, de l'ouverture, de la musique comme langage universel. Mais il garda toujours au fond de lui la cicatrice de cette relation manquée. Brassens, le modèle rêvé, était aussi devenu l'un des symboles de l'incompréhension. Ainsi, derrière l'admiration initiale, se cache une vérité plus sombre. Georges Moustaki, l'homme qui chantait « Ma liberté », avait souffert du désintérêt froid d'un autre Georges. Une blessure silencieuse qui marqua son rapport aux autres artistes pour toujours. Numéro 2. Serge Gainsbourg. À première vue, Georges Moustaki et Serge Gainsbourg appartenaient au même univers, celui de la chanson française des années 60 et 70, où l'on jouait avec les mots comme un peintre avec ses couleurs. Mais en vérité, tout les opposait. Moustaki, c'était l'homme du vent, du sable, de la guitare nue et de la voix douce qui caresse l'âme. Gainsbourg, lui, c'était la provocation permanente, la cigarette collée aux lèvres, le verbe cynique qui écorche et qui scandalise. L'un cherchait la beauté dans la simplicité, l'autre transformait chaque performance en coup d'éclat. Deux pôles contraires, deux planètes qui ne pouvaient tourner dans la même orbite. Lorsque leurs chemins se croisèrent dans les cabarets parisiens, l'électricité fut immédiate. Gainsbourg, toujours ironique, voyait en Moustaki une sorte de chantre des bons sentiments, trop sage, trop doux pour un monde qu'il jugeait cruel. Il ne cachait pas son mépris feutré. Dans certaines conversations, il aurait lâché des phrases acérées, comme des flèches lancées à brûle-pourpoint. « Moustaki, c'est de la camomille musicale. » Une pique mordante qui fit le tour des bistrots de Saint-Germain-des-Prés. Pour Moustaki, ces sarcasmes furent douloureux, car derrière son allure d'homme détaché se cachait une sensibilité à fleur de peau. Il comprenait qu'il ne serait jamais pris au sérieux par Gainsbourg, ce maître de la provocation qui considérait la chanson comme un terrain de jeu pour choquer et déranger. Pourtant, Moustaki ne cherchait pas le scandale. Il voulait offrir des chansons comme des poèmes, des refuges. Deux visions inconciliables. Le contraste entre eux se reflète aussi dans leur rapport au public. Moustaki attirait les rêveurs, les étudiants idéalistes, les amoureux de la douceur. Gainsbourg séduisait les noctambules, les amateurs de sensations fortes, ceux qui attendaient une gifle plutôt qu'une caresse. La rencontre entre ces deux univers ne pouvait donc produire qu'un frottement, une dissonance. Et ainsi, dans les mémoires de Moustaki, Serge Gainsbourg resta cette figure à la fois fascinante et irritante, un génie qu'il respectait pour sa créativité, mais qu'il ne pouvait fréquenter sans douleur. Car le métèque n'avait pas de place dans le théâtre permanent de provocation que Gainsbourg avait bâti autour de lui. Si les différences de style entre Moustaki et Gainsbourg semblaient déjà infranchissables, c'est surtout dans l'espace public que la fracture s'est accentuée. Gainsbourg, fidèle à son personnage provocateur, ne résistait jamais à l'envie de décocher une phrase assassine. Sur un plateau télé ou dans une interview, il maniait l'ironie comme d'autres maniant le couteau. Et il lui arrivait de prendre Moustaki pour cible, parfois sans même le nommer. Un soir, dans un entretien où l'on évoquait la nouvelle vague de la chanson française, Gainsbourg aurait lâché. « Certains chantent comme s'ils faisaient la sieste, moi je préfère réveiller les gens. » Tout le monde comprit l'allusion. Dans les cafés de Montparnasse, cette phrase résonna comme une flèche dirigée vers Moustaki. On murmurait que le métèque avait été piqué au vif, même s'il ne répondit jamais publiquement, car la dignité de Moustaki, c'était le silence. Cette attitude de Gainsbourg, entre moquerie et mépris voilé, renforça chez Moustaki le sentiment d'être un marginal dans son propre milieu. Lui qui chantait la liberté, l'amour sans frontières et l'utopie humaine,
se retrouvait rabaissé à une image de chanteur soporifique. Pour un artiste qui portait en lui la poésie de l'exil et la douleur de l'arrachement, c'était une blessure intime. Mais au fond, la confrontation entre les deux hommes révèle quelque chose de plus profond. Deux manières d'exister au monde. Gainsbourg choisissait le scandale comme carburant, il transformait chaque provocation en mythe. Moustaki, lui, cherchait la consolation, le murmure, le dialogue intérieur avec son public. C'était une opposition presque philosophique, et chacun savait qu'aucun pont ne pouvait relier ces deux rives. Pourtant, Moustaki n'a jamais cessé d'admirer la créativité de Gainsbourg. Dans ses souvenirs, il le qualifiait de génie sombre, capable de transformer la banalité en art. Mais cette admiration fut toujours mêlée d'un malaise, car derrière chaque éclat de génie, Moustaki se souvenait des pics qui l'avaient blessé. Gainsbourg, l'homme aux provocations flamboyantes, demeura pour lui une figure impossible à apprivoiser. Ainsi, dans le récit intime de Georges Moustaki, Serge Gainsbourg occupe une place paradoxale, celle d'un adversaire esthétique, d'un frère ennemi dont les mots laissaient des cicatrices invisibles. Et si le métèque n'en parlait qu'avec retenue, il portait en lui cette douleur muette jusqu'à la fin de sa vie. Numéro 3. Dalida. Parmi toutes les rencontres de Georges Moustaki, celle avec Dalida reste sans doute la plus éclatante et la plus douloureuse à la fois. Lorsqu'ils se croisent à la fin des années 50, Dalida est déjà une étoile fulgurante, auréolée de succès populaire, tandis que Moustaki n'est encore qu'un jeune auteur-compositeur en quête d'une voix propre. Leur rencontre a le parfum d'un destin. La diva méditerranéenne et le poète nomade, deux âmes venues du Sud qui se reconnaissent aussitôt dans leur déracinement commun. C'est Moustaki qui lui offre un texte devenu légendaire. Gigi l'Amoroso, une chanson qui raconte l'histoire d'un homme flamboyant, séducteur invétéré, et qui, porté par la voix passionnée de Dalida, devient un triomphe. Sur scène, elle se transforme en tragédienne, faisant vivre le personnage avec des gestes, des regards, des silences. Derrière les projecteurs, c'est la plume de Moustaki qui nourrit cette incarnation. Le succès de cette collaboration semble sceller une complicité artistique indestructible. Dalida se sent comprise par ce poète délicat, capable de traduire ses élans, ses excès et ses blessures en paroles vibrantes. Moustaki, de son côté, trouve en elle une interprète flamboyante, capable de donner chair et souffle à ses mots. Ensemble, ils paraissent invincibles. Mais dans cette relation brûlante, les fissures apparaissent vite. Dalida, exigeante, entière, veut tout contrôler, son image, ses chansons, ses collaborations. Elle est une reine et n'accepte pas de partager son trône. Moustaki, plus discret, plus effacé, supporte mal cette domination subtile. Derrière les sourires et les accolades publiques, une tension naît. Car si leurs racines méditerranéennes les rapprochent, leur tempérament les éloigne, l'une vit dans le feu, l'autre dans le vent. Et peu à peu, dans le regard de Dalida, le poète bienveillant se transforme en figure secondaire. Elle l'admire, oui, mais elle ne le considère pas comme un égal. Ce décalage, insupportable pour Moustaki, creuse les premiers sillons d'une blessure qui, avec le temps, deviendra une fracture définitive. Au-delà de leur complicité artistique, la relation entre Georges Moustaki et Dalida glissa rapidement vers un terrain plus fragile, fait d'ambiguïté et de blessures. Car derrière l'étincelle créatrice se cachait une tension sourde, nourrie autant par l'admiration que par la jalousie. Dalida, habituée à briller seule au centre de la scène, supportait difficilement de voir l'ombre d'un autre artiste se poser sur son éclat. Lorsque Gigi l'Amoroso devint un succès planétaire, certains critiques saluèrent autant l'interprétation que la plume de Moustaki. Cette reconnaissance médiatique, loin d'apaiser la diva, la troubla. Elle voulait être le soleil unique, et elle voyait, dans la lumière accordée à Moustaki, une menace voilée. De son côté, Moustaki ressentait le poids d'un rapport inégal. Dalida exigeait, décidait, dictait. Elle voulait que chaque note, chaque mot, chaque geste corresponde à sa vision. Lui, le poète du vent, se voyait prisonnier d'un carcan. L'harmonie des débuts se transforma alors en un jeu de pouvoir, où l'un cherchait à dominer et l'autre tentait de préserver son espace. Avec le temps, les signes de rupture se multiplièrent. Dalida reprochait à Moustaki sa légèreté, son manque de discipline, son incapacité à se plier aux contraintes d'un métier qu'elle maîtrisait comme une stratège. Moustaki, lui, souffrait du tempérament volcanique de la chanteuse,
de ses colères imprévisibles, de ses exigences incessantes. Les rencontres se firent plus rares, les mots plus secs, les silences plus lourds. Et puis, un jour, sans éclat ni scandale, le lien se brisa. Ni l'un ni l'autre ne prononça de rupture officielle, mais chacun s'éloigna. Dalida continua son chemin, multipliant les triomphes et les blessures intimes. Moustaki reprit son errance de poète solitaire, portant dans son cœur le souvenir d'une relation aussi flamboyante que douloureuse. Pour lui, Dalida resta une figure paradoxale. À la fois muse et bourreau, interprète sublime et présence écrasante. Elle lui avait donné l'un de ses plus grands succès, mais aussi l'une de ses plus profondes blessures. Une histoire qui, jusque dans ses dernières années, demeurait comme une cicatrice secrète, une ombre indélébile sur son parcours. Numéro 4. Barbara. Lorsque Georges Moustaki croisa le chemin de Barbara, ce fut comme la collision de deux planètes faites de la même matière, la mélancolie, la fragilité, la poésie. Tous deux étaient des exilés de l'âme. Elle, l'interprète à la silhouette noire, dont la voix tremblait, racontait les plaies secrètes. Lui, le métèque, errant, porteur d'un accent venu, d'ailleurs, toujours en quête d'un port d'attache. Leur rencontre semblait écrite d'avance. Deux âmes blessées, prêtes à se reconnaître. Au début, la complicité fut évidente. Barbara admirait la plume douce de Moustaki, sa façon de caresser les mots plutôt que de les asséner. Il voyait en elle une tragédienne capable de transformer un silence en cri muet, une note en déchirure. Ensemble, ils partagèrent des heures de confidence dans les loges, des éclats de rire fragiles dans les cafés de la rive gauche et des essais musicaux où leurs univers se frôlaient. Mais cette proximité, justement, devint vite périlleuse. Car Barbara, derrière son apparente délicatesse, était une femme d'une exigence absolue. Chaque collaboration devait être parfaite, chaque mot devait résonner comme une confession. Elle ne supportait pas l'approximation, encore moins la désinvolture. Moustaki, lui, restait fidèle à sa nature nomade. Il écrivait comme il respirait, avec des élans, des intuitions, des libertés. C'est là que les fissures apparurent. Barbara jugeait ses textes trop solaires, pas assez traversés par l'ombre qu'elle portait en elle. Elle voulait du tragique, il lui offrait de la douceur. Elle voulait des blessures saignantes, il lui tendait des pansements de poésie. Deux sensibilités proches, mais qui, au lieu de s'assembler, s'entrechoquaient. Pour Moustaki, cette relation artistique prit vite l'allure d'un champ de bataille intérieur. Il admirait Barbara autant qu'il souffrait de ses jugements. Et déjà, derrière les regards complices, s'annonçaient les tempêtes. Très vite, la complicité fragile entre Barbara et Georges Moustaki se transforma en une épreuve douloureuse. Derrière leur sourire de façade, les désaccords s'accumulaient, alimentés par leurs différences profondes. Barbara, l'éternelle dame en noir, était une perfectionniste intransigeante. Pour elle, chaque chanson devait être une tragédie intime, chaque mot devait saigner. Elle voulait que l'art soit une confession totale, une mise à nu. Moustaki, au contraire, refusait de se laisser enfermer dans la douleur. Sa poésie cherchait l'horizon, la liberté, les brises douces qui apaisent plutôt que les tempêtes qui détruisent. Pour Barbara, cela ressemblait à une forme de fuite. Pour Moustaki, c'était une fidélité à sa nature nomade, chanter la légèreté comme une résistance au poids du monde. Dans les répétitions, les tensions éclataient. Barbara pouvait interrompre une séance d'un geste sec, accusant Moustaki de manquer d'intensité. Il encaissait en silence, mais à l'intérieur, chaque remarque le blessait. Lui qui avait déjà souffert de comparaisons injustes et de pics acérés, voyait dans cette dureté une trahison d'autant plus amère qu'elle venait d'une femme qu'il admirait profondément. Avec le temps, leurs chemins se séparèrent. Aucun éclat public, aucune querelle retentissante, juste une distance grandissante, nourrie par des incompréhensions silencieuses. Barbara poursuivit son voyage dans la noirceur sublime de ses chansons, solitaires et intransigeantes. Moustaki reprit son errance lumineuse, offrant au monde des ballades où la tendresse résistait à tout. Mais au fond, cette rupture artistique laissa en lui une marque indélébile, car Barbara, par son exigence implacable, lui avait rappelé à quel point le monde de la chanson pouvait être cruel avec ceux qui choisissaient la douceur plutôt que le cri. Pour le métèque, cette relation fut une leçon amère. Même entre âmes fragiles, la douleur peut devenir une frontière infranchissable. Numéro 5. Jacques Brel. Parmi les grands noms de la chanson française,
Jacques Brel occupait une place quasi sacrée pour Georges Moustaki. Il voyait en lui l'incarnation de l'artiste total, un homme qui ne chantait pas, mais qui vivait chaque mot comme une déflagration, chaque geste comme une tempête. Lorsque Brel montait sur scène, il semblait se consumer tout entier, comme une flamme qui refuse la tiédeur. Pour Moustaki, qui cherchait toujours à concilier douceur et intensité, Brel représentait l'exemple impossible, l'idéal inaccessible. Leurs premiers échanges furent teintés d'un respect sincère. Brel reconnaissait en Moustaki une plume délicate, capable de ciseler des images poétiques. Mais très vite, une faille apparut. Brel, exigeant jusqu'à l'excès, ne supportait pas ce qu'il percevait comme de la complaisance. Dans la musique de Moustaki, il voyait une forme de langueur qu'il assimilait à de la faiblesse. Lui, le flamand volcanique, cherchait la sueur, le sang, la fureur. Il ne comprenait pas ce poète du vent qui, au lieu de crier, préférait murmurer. Cette incompréhension prit parfois la forme de jugements durs. Brel aurait dit un jour, devant des proches, « Moustaki, c'est joli, mais ce n'est pas vital ». Une phrase qui, comme une gifle, résonna longtemps dans l'esprit du métèque. Car derrière son apparente sérénité, Moustaki avait besoin de reconnaissance, surtout de la part des géants qu'il admirait. À partir de ce moment, leur relation glissa vers une distance froide. Chaque rencontre devenait un rappel de ce fossé entre eux, l'un exigeant la brûlure, l'autre défendant la caresse. Et dans le cœur de Moustaki, cette fracture prit l'allure d'une désillusion douloureuse. Brel, qui l'avait idéalisé comme un frère d'âme, se révélait un juge implacable, presque insensible à sa sensibilité. Ainsi naquit l'une des blessures les plus profondes de Moustaki, l'admiration brisée envers un homme qu'il n'a jamais cessé de considérer comme un génie, mais qui, à ses yeux, refusa de le reconnaître comme un égal. Au fil des années, la distance entre Jacques Brel et Georges Moustaki se transforma en une fracture irréversible. Brel, fidèle à son franc-parler tranchant, ne ménageait pas ses mots lorsqu'il s'agissait d'évaluer ses contemporains. Pour lui, l'art ne pouvait être que vital, incandescent, porté par une intensité qui frôle la douleur. Tout ce qui relevait de la douceur, du murmure, lui paraissait secondaire, presque insignifiant. C'est dans ce contexte que Moustaki entendit, rapporté par des tiers, des phrases qui le blessèrent profondément. Brel aurait dit de lui « Ce n'est pas un chanteur, c'est un promeneur ». Derrière cette formule lapidaire, il y avait tout le mépris implicite d'un homme qui ne voyait pas, dans la poésie du métèque, une véritable urgence artistique. Pour Moustaki, qui portait déjà en lui le poids d'autres incompréhensions, cette remarque eut l'effet d'une entaille. Ce fossé n'était pas seulement esthétique, il traduisait deux visions du monde. Brel incarnait la tempête, l'arrachement, le combat. Moustaki choisissait l'errance, l'apaisement, la recherche d'harmonie. Entre ces deux univers, aucun dialogue n'était possible. Et pourtant, le respect restait là, comme un paradoxe douloureux. Moustaki admirait Brel au point de souffrir de son rejet, tandis que Brel, dans sa quête d'absolu, ne pouvait reconnaître la valeur de la douceur. Lorsque Brel quitta la scène en 1967, puis s'éteignit prématurément en 1978, Moustaki ressentit une mélancolie étrange. Il savait qu'il venait de perdre l'un des phares de la chanson, mais aussi un homme qui ne l'avait jamais accepté pleinement. Cette contradiction resta gravée dans son cœur, comme une cicatrice impossible à effacer. Jusqu'à la fin de sa vie, Moustaki évoqua rarement Brel. Mais chaque fois qu'il prononçait son nom, on percevait dans ses silences la trace d'une blessure ancienne, celle d'un poète qui aurait voulu être reconnu par un autre et qui ne récolta que le tranchant d'une désillusion. Ainsi, Jacques Brel incarne, dans la mémoire de Georges Moustaki, la figure la plus cruelle, celle d'une admiration transformée en douleur, d'un rêve de fraternité artistique brisé par le feu d'un génie intransigeant. À l'automne de sa vie, Georges Moustaki regardait la mer Méditerranée avec la même intensité qu'autrefois il regardait le ciel de Paris. Ses cheveux blanchis par le temps, son souffle plus court, mais ses yeux encore habités par cette lumière douce qui avait guidé sa musique. Derrière lui, une existence d'errance et de poésie, faite de triomphes discrets et de blessures silencieuses. Les 5 noms qui avaient jalonné son parcours n'étaient pas de simples figures adverses. Brassens, Gainsbourg, Dalida, Barbara, Brel. Chacun, à sa manière, avait marqué une frontière, une incompréhension, parfois une blessure. Mais chacun avait aussi contribué à façonner le poète qu'il devint,
celui qui chantait ma liberté comme une prière universelle. Car au fond, les ombres font partie intégrante de la lumière. Les déceptions, les piques, les rejets n'ont pas détruit Moustaki, ils ont forgé sa singularité. Ils l'ont poussé à chercher ailleurs, à inventer un chemin qui ne ressemblait à aucun autre, celui d'un nomade qui n'appartenait à aucune patrie, si ce n'est celle de la chanson. Le 23 mai 2013, lorsque Georges Moustaki s'éteint à Nice, le silence qui suivit résonna comme l'écho d'un voyage achevé. Dans la mémoire collective, il reste ce métèque, tendre et libre, qui avait su transformer les blessures en ballades et les exils en poèmes. Et même si certains ne l'ont jamais reconnu comme un égal, l'histoire, elle, l'a placé parmi les voix immortelles.